Hier soir, j'ai demandé à nos négociateurs de retourner à Ottawa. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'ils ont proposé et nous ne donnerons pas ce qu'ils ont demandé. Voici mon point vidéo, en ce samedi après-midi 22 août, depuis Limassol à Chypre. Parlons de l'actualité et commençons par une information de dernière minute concernant la Turquie et Israël. Plus précisément, une cour turque a émis une notice rouge en vue de l'arrestation du Premier ministre israélien, Netanyahou. Or, une notice rouge n'est pas contraignante. C'est une demande envoyée à Interpol, sollicitant l'arrestation de certaines personnes mentionnées dans cette notice rouge. Et dans ce cas précis, la cour turque demande à Interpol d'arrêter Netanyahou. Je crois qu'Interpol se trouve en France, à Lyon. In France, in Lyon. And as I said, this is non-binding, so Interpol does not. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas contraignant. Interpol n'est donc pas tenu de donner suite à cette demande de notice rouge, mais c'est clairement un message envoyé par la Turquie à Israël. Je dirais plutôt un message envoyé par Erdogan à Netanyahou. La notice rouge concerne la flottille qui, en mai, tentait d'entrer à Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. L'armée israélienne et le gouvernement de Netanyahou n'ont pas autorisé la flottille à entrer à Gaza. Ils ont même procédé à des arrestations parmi les personnes à bord, les militants de la flottille. C'est de cela que traite l'affaire judiciaire, et c'est aussi ce que concerne cette notice rouge. Mais c'est un message d'Erdogan à Netanyahou, et cela fait en réalité suite à un incident qui s'est produit en Syrie. And it actually follows up on an incident that happened in Syria, and I have not been following what happened in Syria too closely. Et je n'ai pas suivi de très près ce qui s'est passé en Syrie, donc je peux me tromper sur certains points. Mais je crois qu'Israël a lancé des frappes aériennes dans une partie de la Syrie qui est sous le contrôle ou sous l'influence de la Turquie. C'est la partie de la Syrie que la Turquie contrôle désormais, après le démembrement de la Syrie. Et Israël a lancé des frappes aériennes dans cette zone. La Turquie a été très en colère contre Israël à cause de ces frappes. Et cela s'est produit il y a quelques jours. Et maintenant, vous avez cette notice rouge émise auprès d'Interpol pour arrêter Netanyahou. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de conflit, une sorte de lutte entre Erdogan et Netanyahou. Peut-être qu'ils se disputent la Syrie pour voir qui aura le plus de contrôle sur le pays. For Syria, to see who's going to have more control of Syria, perhaps. There are some officials in Israel who claim that. Certains responsables israéliens affirment que, lorsque la Syrie a été découpée, la Turquie a obtenu davantage de la Syrie qu'Israël. À mon avis, je ne vois pas Israël et la Turquie sur le point de s'engager dans une grande guerre ou un affrontement majeur. Beaucoup d'analystes regardent la situation sous cet angle. Une escalade qui mènerait à une guerre entre les deux pays. Cela ressemble davantage à Erdogan, fâché contre Netanyahou, et Netanyahou fâché contre Erdogan. Mais qui sait? Peut-être que cela mènera à quelque chose de plus grave. La Turquie est membre de l'OTAN, et c'est un allié très important des États-Unis. Et bien sûr, Israël est l'allié le plus important des États-Unis. Je n'arrive tout simplement pas à imaginer que les États-Unis laissent ces deux pays entrer en conflit. Allowing these two countries to get into a conflict. The New York Times has an article with the title Turkey. Le New York Times publie un article intitulé « La Turquie demande l'arrestation de Netanyahou », affirmant qu'Israël a maltraité des militants de la flottille. La demande de la Turquie pour une notice rouge d'Interpol intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Hakan Gürlek, le ministre turc de la Justice, a déclaré dans un communiqué que cette demande avait été faite en lien avec l'intervention armée contre des civils qui acheminaient de l'aide humanitaire vers Gaza dans les eaux internationales, ainsi qu'avec la détention de militants. Écoutez, Israël et la Turquie sont amis quand ils en ont besoin, et parfois, ils règlent leurs comptes entre eux. Mais quand ils doivent travailler ensemble, ils le font. Et ils travaillent très bien ensemble. Surtout quand les États-Unis ferment les yeux sur tout.
both countries. Par exemple, la Syrie. Les deux pays, la Turquie et Israël, ainsi que les États-Unis et un peu l'Arabie saoudite, ont très bien travaillé ensemble pour changer le régime d'Assad. Ensuite, ils ont mis leur homme au pouvoir à Damas, Al-Jolani, Daesh, Al-Nosra. Mais ils ont découpé la Syrie. La Turquie a eu sa part, Israël a eu sa part, puis ils ont laissé Damas et les régions en dehors de Damas être administrées par Al-Jolani. Ils ont donc bien coopéré en Syrie pour découper la Syrie, obtenir le changement de régime, lancer les guerres, et tout cela pendant de très très nombreuses années. Vous savez, c'était la Turquie, Israël, les États-Unis et un peu l'Arabie saoudite. Ils ont géré Al-Jolani ensemble. Donc ils ont ce type de coopération. Al-Jolani together, so they have that kind of cooperation, and of course they have very good. Et bien sûr, ils ont de très bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, n'est-ce pas? Et avec l'Ukraine. L'Azerbaïdjan est très largement un État client de la Turquie, mais c'est aussi un allié très proche d'Israël. Il existe une coopération très étroite, une coopération militaire et des liens profonds entre les deux pays. Et dans le projet Ukraine, ils sont tous les deux du côté du gobelin vert. Pas complètement, mais tous les deux penchent du côté du gobelin vert. Bref, voilà ce qui se passe avec la notice rouge. Nous verrons ce qui se passera entre Erdogan et Netanyahou. Erdogan et Netanyahou. J'ai perdu mon micro. Une seconde. Laissez-moi le rattacher. Voilà. C'est bon. Très bien. Passons maintenant à la prochaine information de dernière minute. Le chat est camouflé. C'est un chat camouflé. Ils se font parfaitement dans le décor. Blends in perfectly with the surroundings, the grass, the dirt, the tree. L'herbe, la terre, l'arbre. Chat camouflé. Chat camouflé. Bref, la prochaine information de dernière minute concerne le Canada. Et nous étions tout près d'un accord entre les États-Unis et le Canada. Tout près d'un accord. Puis à la dernière minute, tout s'est effondré. L'accord commercial s'est effondré. L'accord commercial sur les droits de douane s'est effondré. Carney accuse les États-Unis d'avoir changé les règles. Je ne sais pas si les États-Unis ont déjà publié une déclaration quelconque. Peut-être que oui. Mais Carney a publié une déclaration de 2 pages sur l'effondrement de l'accord. Il a dit que l'Amérique avait changé, que le Canada avait reconnu que l'Amérique avait changé sous Trump. Et dans la déclaration qu'il a publiée sur X, il dit bien que, à la dernière minute, c'est ce qu'il affirme, les États-Unis ont changé certaines choses et que le Canada ne pouvait pas accepter cela. Et Carney a donc rappelé ses négociateurs et leur a demandé de rentrer. Et il semble désormais qu'une guerre commerciale sur les droits de douane se prépare entre le Canada et les États-Unis. Des droits de douane de 50% vont être mis en place par l'administration Trump. Et Carney affirme que le Canada égalera les droits de douane américains, dollar pour dollar. Le premier ministre canadien suspend les négociations commerciales avec les États-Unis, déclenchant ainsi de nouveaux droits de douane de 50%. Ces taxes à l'importation s'appliqueront aux crosses de hockey, aux matériaux de construction, aux boissons alcoolisées et à certains types de vêtements. Le premier ministre Mark Carney a déclaré que le Canada égalerait ses droits de douane, dollar pour dollar. Nous pourrions donc assister à une très très grande guerre commerciale sur les droits de douane entre le Canada et les États-Unis. Carney s'attaque à Trump. Davantage d'incertitudes dans l'économie mondiale, davantage d'incertitudes sur les marchés, dans les chaînes d'approvisionnement. Globalement, le tableau n'est pas bon, mais c'est la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Au tout dernier moment, tout s'est effondré. Et il y a seulement 2 jours, Trump disait que nous avions un accord et il a suspendu les droits de douane de 50%. Ils étaient censés entrer en vigueur il y a 2 ou 3 jours. Il a tout suspendu parce qu'il disait que nous étions très proches d'un accord et tout le monde pensait que c'était réglé. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a provoqué cet effondrement? J'ai lu certains articles affirmant que cela avait à voir avec les spiritueux et l'alcool.
Mais bon, on verra si au fil de la journée et du week-end, on obtient davantage d'informations sur ce qui a provoqué l'effondrement de cet accord commercial, de cet accord sur les droits de douane. Passons maintenant à l'Ukraine. Le projet Ukraine. Nous avons Keith Kellogg. Vous vous souvenez de lui? L'ancien émissaire de Trump est arrivé à Odessa. Il a fait une apparition surprise à Odessa avec la délégation américaine. Apparemment, ils sont à Odessa pour voir ce qui se passe dans les ports, dans quel état se trouvent les ports d'Odessa et ce qu'il en est des frappes russes contre Odessa. C'est pour cela que Kellogg est là, pour voir quels sont les besoins de l'Ukraine et j'imagine, pour assurer une certaine protection à Odessa. And to provide some protection, I guess, for Odessa. I mean, when you think about it, Je veux dire, quand on y pense, à l'heure actuelle, Keith Kellogg est probablement la meilleure défense antiaérienne que l'Ukraine ait eue depuis de très nombreux mois. L'idée, c'est que la Russie n'oserait pas frapper Odessa ou les ports d'Odessa avec Keith Kellogg dans les parages. Donc voilà, Kellogg qui se rend à Odessa. Ce n'est pas bon signe d'avoir Keith Kellogg qui traîne à Odessa. Va dormir. Va dormir, mon ami. Profite de ton petit coin à l'ombre. Alors, CNN diffuse aujourd'hui un rapport des renseignements militaires ukrainiens affirmant que des troupes nord-coréennes entrent une fois de plus dans le conflit. Qu'est-ce qui se passe avec la Corée du Nord? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires sur la Corée du Nord? what is happening with all this North Korea talk? I still haven't been able to quite figure it out. Je n'ai toujours pas vraiment réussi à comprendre. Mais il y a une raison pour laquelle, tout à coup, la Corée du Nord se retrouve au premier plan dans l'actualité. Et Trump en a parlé. C'est le premier à avoir parlé de la Corée du Nord. Et maintenant, on reçoit toutes sortes d'informations sur la Corée du Nord. Et bien sûr, CNN pousse très fort le projet Ukraine, de l'aide pour le projet Ukraine. CNN pousse ça très fort. Je me demande pourquoi, mais il publie une information exclusive. La Corée du Nord renforce son soutien à la Russie en y incluant des opérateurs de drones. Une nouvelle vague de troupes nord-coréennes, déjà au nombre de 8500 en Russie, comprend une unité de drones qui pourrait attaquer des cibles à l'intérieur de l'Ukraine, selon un haut responsable du renseignement ukrainien. Vous savez, la Russie a bien un accord militaire, une alliance, très semblable à l'OTAN, avec la Corée du Nord. Tout comme l'OTAN a sa petite alliance, l'article 5. L'article 5. La Russie a bien une alliance avec la Corée du Nord, une coopération militaire, une alliance militaire, un pacte de défense qui a été signé il y a quelques années. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais elle reçoit toutes sortes d'aides de l'OTAN. Elle reçoit tout de l'OTAN, au point que de nombreux pays de l'OTAN ont été démilitarisés de tout ce qu'ils ont remis au Gobelin vert et au projet Ukraine. Alors, pourquoi ils font tout un foin à propos de la Corée du Nord? D'accord. C'est un pays qui travaille peut-être avec la Russie, qui lui fournit peut-être un soutien et une assistance militaire. Un pays. Avec l'Ukraine, vous avez quoi? Plus de 40 pays, dont les États-Unis, dont le Royaume-Uni et la France. CNN dit qu'une telle mesure marquerait une expansion significative de la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang, et qu'elle intervient alors que l'Ukraine manque cruellement de défense aérienne. C'est un autre signe que les ressources de la Russie sont très limitées et qu'elle accueille favorablement cette assistance, malgré ses déclarations publiques sur sa résilience économique et ses capacités industrielles militaires. Voilà. L'angle avancé par les renseignements ukrainiens et relayé par CNN, c'est que cela montre que oui, l'Ukraine n'a plus de défense aérienne et manque d'armes, mais que la Russie aussi, parce que, vous voyez, la Corée du Nord doit venir l'aider, doit aider Poutine. Ce serait le signe que la Russie commence à manquer d'armes. Ils doivent faire appel à la Corée du Nord.
Voilà donc l'angle que CNN et l'Ukraine mettent en avant concernant la Corée du Nord. Je n'ai toujours pas compris quel est l'angle des États-Unis dans tout ça. Pourquoi Trump, pourquoi les États-Unis, l'administration Trump, parle-t-il tout le temps de la Corée du Nord? Quel est leur angle? Je n'ai pas réussi à le comprendre. Le Financial Times rapporte donc que Zelensky fait une nouvelle fois pression sur Starlink et Musk pour qu'ils ouvrent Starlink au-dessus de la Russie, afin que l'Ukraine puisse frapper les lanceurs de missiles russes. Et cette fois, il demande à Musk de simplement l'ouvrir pour que l'Ukraine puisse lancer des frappes précises à 200 km à l'intérieur du territoire russe. Juste 200 km, c'est ce qu'ils disent à Musk. C'est tout ce qu'on veut. Juste 200 km. C'est tout. Jusqu'ici, aucune réponse de Musk, comme si c'était Musk qui allait décider. Musk ne sera pas celui qui décidera. Ce sera le Pentagone et l'armée américaine. Je veux dire, on parle de Starshield, de Starlink. Mais oui, c'est ce qu'on demande maintenant à Musk, juste 200 km à l'intérieur du territoire russe. Et ensuite, on va détruire tous les lanceurs russes, ou tous les lanceurs qui se trouvent à 200 km de profondeur. Puis ils demanderont 500 km. Ensuite, ils demanderont 1000 km. On sait comment tout ça se passe. Combien de missiles les États-Unis ont-ils tirés sur l'Iran pour essayer de détruire tous les lanceurs iraniens? Ils n'en ont détruit peut-être que 25%. Ils ont lancé quelque chose comme 13 000 frappes et missiles pour détruire les lanceurs iraniens. Et ça, c'est les États-Unis face à l'Iran. Vous pensez que l'Ukraine va pouvoir entamer d'une quelconque manière les capacités militaires de la Russie, surtout avec des lanceurs de missiles? Si les États-Unis n'ont pas réussi à le faire à l'Iran, pourquoi l'Ukraine y arriverait-elle face à la Russie? Mais je ne doute pas que tôt ou tard, enfin, si je devais faire une supposition, je ne veux pas dire que je n'ai aucun doute, mais si je devais parier, je dirais que finalement, le Pentagone acceptera d'ouvrir Starlink au-dessus de la Russie, ou Starshield au-dessus de la Russie. Ça va être une mauvaise nouvelle pour SpaceX et Starlink. Une très mauvaise nouvelle. Donc vendredi, il y a eu une frappe de drone russe sur Kryvyi Rog. Une frappe de drone. 2 frappes. L'Ukraine et l'Occident collectif qualifient cela de double frappe, parce que la seconde frappe, le second drone, a touché un centre commercial à Kryvyi Rog en pleine journée, alors que des ambulances arrivaient, selon certaines allégations, sur les lieux. Le ministère russe de la Défense affirme que le centre commercial contenait des composants de drones, des pièces de drones et des armes. Du côté de l'Ukraine et de l'Occident collectif, on affirme qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme, une double frappe en pleine journée contre un centre commercial bondé. Et il y avait des civils dans ce centre commercial. Si l'on se fie à toutes les vidéos et aux images, il ne fait aucun doute qu'il y avait des civils dans ce centre commercial. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on comptait 16 morts et plus de 100 blessés après cette frappe contre le centre commercial. Cela fait suite à des frappes menées par l'Ukraine contre le distributeur Ozone. On assiste donc à une escalade, avec des attaques contre ce type d'entrepôts, de plateformes logistiques et de centres commerciaux. Au cours des 2 dernières semaines, ou du dernier mois, plus de 240 civils en Russie ont été tués pendant les 40 jours de terreur annoncés par l'Ukraine. Donc, sur les 40 derniers jours, le chiffre était de 250 ou 240. Et maintenant, la Russie frappe Kryvyi Rih et ce centre commercial, avec de très très nombreuses victimes. Kryvyi Rih, soit dit en passant, est en fait la ville natale de Zelensky. Donc, de très mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine, de Kryvyi Rog. Nous avons eu des exercices de l'OTAN qui sont en cours ou qui ont eu lieu.
Et la situation est tendue. Des exercices de l'OTAN se sont déroulés près de Kaliningrad. Un message de l'OTAN à la Russie concernant Kaliningrad. S'il y a une forme quelconque de conflit, il semble que Kaliningrad sera la première cible de l'OTAN. Et cet exercice portait entièrement sur l'encerclement et la prise de Kaliningrad. Une frappe éclair, puis l'encerclement et la prise de Kaliningrad. Or, la Russie dispose d'armes très importantes à Kaliningrad, notamment d'armes nucléaires et d'armes hypersoniques. Donc, ce n'est probablement pas une bonne idée de provoquer la Russie avec une sorte de frappe contre Kaliningrad. Ce n'est pas la meilleure des idées. Mais l'OTAN a décidé qu'elle voulait envoyer un message à la Russie et à Poutine avec cet exercice militaire. Et nous avons une autre affaire liée au projet Ukraine. Elle concerne le scandale Forrest Gump, l'opération Forrest Gump. Et maintenant, des informations circulent. Des informations selon lesquelles Budanov, ce n'est pas mon meilleur jour aujourd'hui, serait impliqué dans toute cette affaire. Peut-être même Zelensky, parce que Mudraya, Irina Mudraya, je crois que c'est son nom, que Zelensky a licencié, son proche collaborateur, qui est mêlé à ce scandale de l'opération Forrest Gump, aurait blanchi 3 millions de dollars afin de faire libérer sous caution le patron du secteur de l'énergie, qui faisait partie du scandale Mindich, la touche Midas des toilettes en or, il y a environ 9 mois. Bref, du scandale des toilettes en or, le scandale Midas, au scandale Forrest Gump, cette haute collaboratrice. Il y aurait, selon certaines informations, des enregistrements dans lesquels elle dit avoir reçu l'ordre de faire tout cela de la part des plus hauts responsables. Et maintenant, certaines allégations affirment que Budanov aurait reçu pour instruction de gérer toute cette affaire avec le PDG de l'énergie, ainsi que l'augmentation du montant de sa caution. Mais certains rapports affirment que les plus hauts dirigeants faisaient peut-être, en réalité, référence au gobelin vert. Encore une journée ordinaire de corruption en Ukraine. Tout est compliqué, sale et corrompu. Mais, vous savez, c'est l'Ukraine. C'est le pays dans lequel l'Occident collectif a injecté plus de 500 milliards. Et toutes ces factions se battent pour contrôler cet argent. Quoi qu'il en soit, Budanov pourrait faire partie de ce scandale. Je pense qu'il s'en sortira, Budanov. Alors, parlons d'autres nouvelles et nous pourrons conclure la vidéo d'aujourd'hui. Let's talk about some other news and we can wrap up today's video. The Wall Street Journal is reporting that Army Secretary Dan Driscoll. Le Wall Street Journal rapporte que le secrétaire à l'armée de terre, Dan Driscoll, pourrait quitter le Pentagone d'ici la fin de l'année. Driscoll est considéré comme quelqu'un de proche du camp Vance, pas du camp néoconservateur de Rubio. Ce serait dommage qu'il parte, mais il semble bien qu'il va partir, parce que, selon moi, Driscoll était l'un des responsables les plus rationnels et pragmatiques de la Maison-Blanche et du Pentagone. Je me souviens que, lorsque Driscoll participait aux négociations, les États-Unis et la Russie se parlaient réellement et trouvaient des terrains d'entente grâce à lui. Puis Kushner, Witkoff et tous ces types se sont mêlés de l'affaire, et tout a déraillé à partir de là. Mais ce serait une mauvaise chose. Ce serait une grosse perte si Driscoll partait, et ce serait un nouveau vide qui serait comblé par des forces néoconservatrices. Des informations affirment que Hegseth et Driscoll ne s'entendaient pas. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, il doit bien y avoir une part de vérité pour que Driscoll s'en aille. Nous avons des informations sur l'économie finlandaise qui continue de s'effondrer. Une publication espagnole a publié un rapport sur l'économie de la Finlande. Elle souligne que le chômage en Finlande est le plus élevé d'Europe ou l'un des plus élevés de l'Union européenne. Je crois que c'est le plus élevé de l'Union européenne. Et son ratio dette sur PIB est désormais proche de 90%, ce qui le place au niveau de celui du Portugal, à seulement 10 points de pourcentage de celui de l'Espagne, et exactement au niveau du Portugal. And right on par with
Portugal. High unemployment, Un chômage élevé, une dette rapportée au PIB qui augmente, l'économie finlandaise qui est passée du fait de faire la leçon à l'Europe du Sud à avoir plus de chômage que l'Espagne et presque plus de dettes que le Portugal. Vous savez, j'ai lu cet article, et tout au long de l'article, il soulevait de très bons points. Il parlait du coup d'État, de l'effondrement de Nokia et de toutes ces choses qui ont nui à l'économie finlandaise. Mais il ne mentionnait pas l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, ni les sanctions contre la Russie. Il passait complètement là-dessus, alors que c'est la principale raison, à mon avis, la principale putain de raison pour laquelle l'économie finlandaise s'effondre. the main freaking reason why Finland's economy is collapsing. Of course, Nokia, the coup, all these things. Bien sûr, Nokia, le coup d'État, toutes ces choses ont mis la machine en route. Mais ce qui a vraiment fait basculer la situation, ce sont les sanctions, l'entrée dans l'OTAN et le fait de faire de son voisin un ennemi. Ce voisin dont votre économie dépendait pour prospérer. La Finlande dépendait beaucoup de la Russie, du tourisme russe, du commerce avec la Russie. Et cela a joué un rôle important dans la croissance de l'économie finlandaise. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un article intéressant. Les conséquences des sanctions et de l'OTAN frappent la Finlande très très durement. Stupidestube, où es-tu? Faisons un Clown World et nous pourrons conclure la vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo difficile pour une raison quelconque, très difficile. Il fait très 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 chaud aujourd'hui à Limassol. Very, very, very hot today in Limassol, much hotter than Larnaca for some strange reason. Usually, Bien plus chaud qu'à Larnaca, pour une étrange raison. D'habitude, Larnaca est bien plus chaude et bien plus humide. Aujourd'hui, je cuis ici, à Limassol. Donc Trump a été interrogé par un journaliste sur l'économie américaine et le marché obligataire. Un journaliste lui a demandé « Les rendements sont remontés depuis. Avez-vous parlé à Bessent d'un autre type d'intervention ?» Et Trump a répondu « L'intervention ultime, c'est notre armée. Et si nous devons l'utiliser, nous le ferons. » Quoi? Il y a des mèmes sur les réseaux sociaux montrant Trump tenant un missile avec le S&P, le Nasdaq, tout le marché boursier en rouge, et Trump tient un missile. C'est l'heure d'une intervention militaire. Ça me semble être un bon moment pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. looks like a good spot to wrap up today's video. Oh, not the most sturdy of benches. But, Pas le banc le plus solide. Mais oui, une intervention militaire, ça fera l'affaire. Il parle de l'Iran, sans dire Iran. Trump reconnaît que tout s'effondre, avec l'économie, les taux d'intérêt et l'inflation, à cause du détroit d'Ormuz et à cause de l'Iran. Donc il dit, l'Iran, plus de missiles, plus de bombes, ça fera l'affaire. Ça n'a pas aidé pendant la guerre de 60 jours. Pourquoi est-ce que ça aiderait maintenant? Ça ne ferait que créer davantage de problèmes sur les marchés si vous relancez l'opération militaire contre l'Iran, si vous remettez ça en route. Mais, bien sûr, les États-Unis n'ont plus d'armes. But of course, the United States is out of weapons. It needs to rebuild and rearm. Il doit se reconstruire et se réarmer. Many options left. Donc il ne reste pas beaucoup d'options aux États-Unis, du moins pour le moment. Scott Bessent n'a plus aucun tour dans son sac. No more tricks up C'est ce que ça donne à voir. the way it looks. Trump a aussi déclaré, lors d'un événement de campagne, où il était, je crois qu'il faisait campagne pour Lindsey Graham, ils essayent vraiment de nous imposer Lindsey Graham à tous, n'est-ce pas, pour le faire élire au Sénat en novembre, en Caroline du Sud. Mais Trump a dit qu'il considère le détroit d'Ormuz comme un territoire américain à l'heure actuelle. C'est un territoire américain, a dit Trump. Si vous le dites suffisamment de fois, alors qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas? Qu'il en soit ainsi. C'était le message de Trump. Il publie des mèmes disant qu'Ormuz est un territoire américain. Maintenant, il le dit carrément lors de meetings de campagne. C'est un territoire américain. Et les gens applaudissent, n'est-ce pas? D'accord. It's an American territory, and people are clapping, right? Okay, it's an American territory. You say so. C'est un territoire américain. You say so. Doesn't make it Si an vous le American dites, territory because you say it. si vous le dites, Well, maybe in his mind. ce n'est pas parce que vous le dites que ça devient un territoire américain. Mais je sais pas, peut-être que dans son esprit,
Dans son esprit, c'est un territoire américain. C'est complètement dingue, mec. Darlene Graham. Trump a dit qu'il lui avait demandé de faire ça, de se présenter au Sénat, de prendre la relève de Lindsey, puis de prendre définitivement la relève de Lindsey, de se présenter au Sénat et de gagner réellement. La démocratie en action. Et Trump soutient pleinement Darlene Graham. Lors de cet événement, Darlene Graham a déclaré « Les critiques disent que je ne devrais pas me présenter au Sénat. Ils disent que je ne suis pas une politicienne. Vous savez quoi? Je plaide coupable. Le président Trump n'avait jamais exercé de fonction élective auparavant, et je pense qu'il a fait un sacré bon travail. Donc c'est là-dessus qu'ils vont faire campagne. Ce sera leur angle, n'est-ce pas? Je ne suis pas une politicienne. C'est pour ça que je me plante quand on m'interroge sur les questions de politique étrangère, sur Taïwan et la Chine, parce que je ne suis pas politicien. Et c'est censé la rendre plus séduisante aux yeux des électeurs. Moi je dis, on s'en fiche. Vous êtes une Graham. Rien que ça devrait vous disqualifier immédiatement. Qu'importe que vous soyez politicienne ou non. Vous êtes la sœur de Lindsey Graham. Vous êtes automatiquement disqualifié. Pas question d'approcher une fonction publique. On ne devrait pas vous laisser vous approcher à moins de 800 km de Washington. Vous ne devriez être nulle part près de Washington, D.C. Enfin bref, c'était Darlene Graham. Et le dernier monde de clones, c'est... On reste avec Trump. Il nous a fait beaucoup de monde de clones aujourd'hui. We're sticking with Trump. He made a lot of clown worlds today. And the final clown world is Trump. Et le dernier épisode de ce monde de clones, c'est Trump sur Truth Social, qui s'en prend une fois de plus à Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie. Un énorme, un massif post sur Truth Social. Un post gigantesque où Trump les traite tous, en gros, de perdants. C'est tout. Tout le post consiste à les désigner un par un et à traiter chacun de perdants en évoquant la possibilité qu'ils créent leur propre parti. Trump dit même que leur meilleure option serait de s'aligner sur les démocrates. Il le dit vraiment dans ce post, mais il passe en revue chacun d'entre eux. Tucker, MTJ, qu'il appelle Marjorie Taylor Brown au lieu de Marjorie Taylor Greene. Vous avez compris? Marjorie Taylor Greene. Trump l'appelle Marjorie Taylor Brown. Aha, Enfin bref, et il traite Massie de perdant. Et je ne comprends pas pourquoi il se mêle même de tout ça. Vous êtes le président des États-Unis. Pourquoi vous vous occupez de ça? Pourquoi vous écrivez là-dessus? Pourquoi vous publiez là-dessus? Incroyable. Enfin bref, c'est la vidéo tout le monde. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Telegram et X. Allez sur la boutique du Durand. Prenez des produits dérivés. Le lien est dans la description, juste en dessous. Et aimez cette vidéo, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Je me casse. Prenez soin de vous. I'm Audi 5000. Take care.